Tout d'abord, un immense merci à l'ensemble de l'équipe de l'ONPE et d'Idealco pour l'organisation de ce webinaire parce que, très honnêtement, lorsqu'on est chercheur, le but premier, évidemment, c'est de produire de la recherche, mais c'est surtout de pouvoir la confronter à la pratique et qu'elle puisse être un élément utile pour l'évolution des pratiques. Donc, un immense merci. Avec mon amie et ma collègue Carmen Lavallée, nous allons vous présenter donc dans un temps assez court la recherche qui porte sur ces placements longs avec un regard comparé. Une petite chose, je voudrais vous préciser que nous ne sommes pas que toutes les deux à avoir réalisé la recherche, mais bien une pluralité de chercheurs avec une équipe française et une équipe québécoise qui ont été effectivement extrêmement investis dans la recherche et que l'on tient également à remercier malgré leur absence aujourd'hui. Alors, euh, la recherche est venue tout simplement d'abord d'échanges informels entre nous toutes les deux, puisque nous travaillions sur d'autres sujets, et sur le constat partagé que nos deux instances, nos deux systèmes de droit étaient confrontés à des injonctions semblables pour venir protéger l'enfant. Des injonctions qu'on connaît bien, prioriser la famille tout en séparant l'enfant de sa famille lorsqu'il en est extrêmement nécessaire pour le protéger, venir chercher à sécuriser tout de même le parcours de l'enfant, agir vite, mais avec prudence. Ce sont des injonctions communes dans nos deux systèmes de droit et on fait évidemment le même constat qu'il est tout à fait extrêmement difficile de trouver le bon équilibre entre ces différentes injonctions et un équilibre d'autant plus difficile à trouver lorsqu'en réalité le danger perdure dans le temps. D'où une volonté de travailler sur le sujet plus particulier des placements longs et une volonté commune d'aller creuser à travers un regard comparé la manière dont les enfants sont protégés lorsqu'ils sont placés sur une longue durée. L'objectif était évidemment d'associer une technique de recherche, on va dire purement juridique, à une recherche exploratoire. Et je remercie Anne d'avoir présenté ce qui va me permettre de gagner du temps, les outils de la recherche, la méthodologie. Je voudrais juste du coup faire une petite précision sur les chiffres que nous allons vous présenter avec des pourcentages. Les pourcentages ne sont pas des valeurs, on va dire, qu'il faut prendre de manière absolue. On les a utilisés comme outil pédagogique pour mieux comparer les systèmes. Mais en réalité, on est sur une recherche qui n'est que exploratoire, qualitative, avec des valeurs réelles qui restent tout de même relativement faibles. Donc, on est très prudent sur la manière dont on veut que vous puissiez absorber les résultats de cette recherche. Elle permet, à notre avis, d'avoir au moins à minima des questions sans qu'on pose cela comme des affirmations et des valeurs absolues. Donc, nous allons démarrer sur, évidemment, la présentation de la recherche et de nos deux systèmes de droit avec cet objectif qui est d'aller regarder plus particulièrement la préservation des liens familiaux dans les placements longue durée. Pour comprendre la recherche, on est obligé de reprendre un tout petit peu des éléments de comparaison et de compréhension de chacun des systèmes. Nos deux systèmes de protection se ressemblent grandement, mais on va vite comprendre qu'ils diffèrent tous les deux. Ils partent tous les deux d'un fondement identique, qui est la notion de l'intérêt de l'enfant. Effectivement, nos deux mécanismes de protection de l'enfant sont comme fil conducteur l'intérêt de l'enfant, mais la manière d'interpréter cette notion diffère dans les deux modèles. Carmen, je te laisse démarrer une présentation du Québec. Oui, alors bonjour à toutes et à tous et simplement vous dire à quel point je suis ravie d'être présente avec vous ce matin. Pour essayer d'introduire assez rapidement là, le système québécois de protection de l'enfance, je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Si on regarde le bilan des directeurs de la protection de la jeunesse de 2023-2024, donc le bilan provincial, on peut y voir qu'il y a eu au Québec autour de 135 000 signalements qui ont été faits aux directeurs de la protection de la jeunesse. De ceux-ci, à peu près 35% des signalements ont été retenus. Et lorsque le signalement est retenu, quelle est la mesure qui est prise? Donc, pour ces enfants dont le signalement est retenu, on voit que 51% d'entre eux
continuent de faire l'objet d'un suivi dans leur milieu familial, donc avec l'assistance de la Direction de la protection de la jeunesse, alors que 49% des enfants pris en charge par le DPJ cette année-là feront l'objet d'un placement à l'extérieur de leur milieu familial. Sur quels critères doit se fonder le DPJ pour déterminer si l'enfant devra rester dans son milieu familial ou faire l'objet d'un placement? La réforme de 2022, qui est maintenant en vigueur, est venue changer un peu la manière d'interpréter la loi, puisque maintenant l'article 4 de la loi sur la protection de la jeunesse dit le maintien de l'enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu'il soit dans l'intérêt de cet enfant-là. Et pour savoir comment déterminer l'intérêt de l'enfant, le même article prévoit que les considérations qui sont déterminantes dans la détermination de l'intérêt de l'enfant, c'est la notion de temps chez l'enfant qui n'est pas la même que chez l'adulte. C'est la nécessité d'obtenir une continuité des soins, de stabilité des liens et de la sécurité affective, les besoins fondamentaux et les droits de l'enfant. Donc, c'est sur ce fondement-là que le directeur va déterminer si l'enfant fera l'objet d'un suivi dans son milieu familial ou s'il fera l'objet d'un placement. Si le DPJ considère que l'enfant doit faire l'objet d'un placement, l'article 4 dit que dans ce cas-là, il doit en priorité évaluer la possibilité de confier cet enfant-là à une personne, ce qu'on appelle un tiers significatif ou une personne que l'enfant connaît ou une famille que l'enfant connaît. On pense évidemment à des membres de la famille élargie de l'enfant, les grands-parents, un oncle, une tante ou des amis proches de la famille. Ensuite, au niveau du placement, lorsque l'enfant fait l'objet d'un placement, si on regarde où cet enfant-là est placé, là, c'est les chiffres de 2023-2024, on voit que pour le 49% d'enfants qui sont placés à l'extérieur de leur famille, 82% à peu près d'entre eux sont placés dans un milieu familial, c'est-à-dire dans une famille d'accueil régulière ou une famille d'accueil qu'on appelle de proximité, donc une famille qui est proche de l'enfant ou un tiers significatif. Et 18% d'entre eux seront placés soit dans ce qu'on appelle, nous, un centre de réadaptation ou des foyers de groupe. Normalement, les enfants qui sont placés dans les centres de réadaptation ou dans les foyers de groupe, en principe, ce sont des enfants qui ont un profil particulier, donc qui nécessitent des soins sur le plan physique ou psychologique particulier ou qui présentent des comportements, des troubles sérieux de comportement, puisqu'il s'agit d'un des motifs là, qui peut expliquer l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse. Alors, Caroline, je te repasse la parole. Merci Carmen. Alors on voit qu'on se rejoint sur un certain nombre de points puisque nous effectivement aussi, lorsque l'on a une situation de danger, le juge doit dans une certaine mesure d'abord réfléchir à une mesure de prise en charge où on laisse l'enfant dans son milieu d'accueil et dans son milieu familial. Et ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande et l'exige que l'on va basculer sur une mesure de placement. Et là aussi, le juge des enfants doit hiérarchiser le lieu d'accueil, mais on voit bien que nos chiffres à nous amènent à des placements majoritairement en institution. La différence qu'il y a entre, à mon sens, la France et le Québec, c'est que au niveau de la France, les notions de considération primordiale d'intérêt de l'enfant, de droit de l'enfant et de besoins fondamentaux ont été intégrées assez tardivement dans la loi, grâce à la loi de 2016, et ont été intégrées uniquement dans le Code de l'action sociale et des familles. Le juge des enfants statue, lui, en fonction de l'intérêt de l'enfant et la notion de besoin fondamental n'apparaît que peu, finalement, n'apparaît pas, même dans les textes purement juridiques du Code civil. Il faut avoir en tête que le système français maintient une priorisation systématique de la famille et ce n'est pas conditionné, comme vient de le dire Carmen, à la démonstration que cela est de son intérêt. C'est le principe légal. On y reviendra dans le détail de la slide d'après, mais on n'a pas et on ne connaît pas la notion de temporalité à travers quelque chose qui s'impose aux magistrats de manière obligatoire, quelque chose qui est intégré dans les pratiques de l'aide sociale à l'enfance, mais pas d'un point de vue général dans la loi sur la protection de l'enfance au niveau des pratiques judiciaires. Donc, on va se retrouver, mais avec pas totalement les mêmes points de rencontre dans la détermination de l'intérêt de l'enfant.
Pour moi, au Québec, l'intérêt de l'enfant, c'est la continuité des soins, la stabilité des liens et la sécurité affective. En France, l'interprétation de la notion de l'intérêt de l'enfant reste tout de même la priorisation familiale en tenant compte de son intérêt et de ses besoins fondamentaux. Quand on voit finalement la recherche des objectifs qui sont là aussi identiques et qui apparaissent identiques à travers la notion de sécurisation des parcours, les deux modèles diffèrent à nouveau. Carmen, je te laisse présenter hein, les délais maximaux et le projet de vie. Et puis, on verra bien que chez nous, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, effectivement, dans la loi québécoise, depuis 2007 maintenant, on a introduit ce qu'on appelle des délais maximaux de placement provisoire. Et vous allez voir que c'est des délais qui sont quand même relativement courts et qui sont fixés selon l'âge de l'enfant. Donc, dans la loi, si l'enfant est âgé de moins de 2 ans au moment de son premier placement, le délai maximal de placement provisoire est de 12 mois. Si l'enfant est âgé entre 2 et 5 ans, le délai maximal de placement provisoire est de 18 mois. Et si l'enfant est âgé de 6 ans et plus, le délai est alors de 24 mois. À l'échéance des délais maximaux de placement, le DPJ a l'obligation de prévoir un projet de vie permanent pour cet enfant-là. Donc, d'arriver à la conclusion que le retour de l'enfant vers son milieu familial n'est plus finalement la solution priorisée, mais qu'il faut stabiliser la situation de cet enfant-là. Et parmi les projets de vie priorisés par la loi, il y a évidemment l'adoption. Je vous souligne, puis je pourrais répondre si vous avez des questions, mais il faut quand même voir qu'au Québec, les enfants adoptés sont presque exclusivement des enfants âgés de 2 ans et moins qui, lorsqu'ils sont pris en charge et qu'on évalue que les probabilités que l'enfant puisse retourner dans sa famille ou retourner dans sa famille après le placement sont très, très faibles, on va les confier dans ce qu'on appelle la famille de la banque mixte. Donc, ce sont des familles qui, au départ, veulent adopter des enfants, mais qui acceptent dans un premier temps d'agir à titre de famille d'accueil. Et à partir du moment où l'enfant devient juridiquement adoptable, c'est cette famille-là qui va en priorité pouvoir adopter l'enfant. Une autre solution, c'est évidemment la tutelle et ce qu'on appelle aussi le placement à majorité. Donc, une ordonnance de placement jusqu'à la majorité de l'enfant. Et c'est ce qui explique aussi, quand je parlais tout à l'heure de l'adoption, la raison pour laquelle dans notre cohorte d'enfants au Québec qu'on a analysé, on a un seul enfant qui a été placé avant l'âge de 2 ans et qui est toujours en placement au moment de la consultation du dossier. Mais c'est un cas particulier, là. C'est un enfant dont la famille d'accueil n'a pas voulu l'adopter parce que c'est un enfant qui présentait un profil particulier qui nécessitait énormément de soins, d'assistance dans l'éducation de cet enfant-là. Et l'adoption aurait eu pour effet de faire perdre à la famille le soutien de la protection de la jeunesse. Donc, c'est ce qui explique là, que l'enfant est resté en placement, mais normalement, c'est un enfant qui aurait dû être adopté. Et je termine en disant que le Québec ne connaît que l'adoption plénière, donc nous n'avons pas dans notre système juridique d'équivalent de l'adoption simple en France. Alors, vous voyez Caroline? que cette idée justement de temporaliser hein, comme étant l'un des critères fondamentaux déterminants dans le système québécois, nous l'avons, mais finalement de manière beaucoup plus discrète dans les obligations qui s'imposent à l'aide sociale à l'enfant. Le système français garde cette idée de priorisation du retour. On n'a pas de délai maximum de placement, ça avait été discuté et non retenu au moment de la réforme de 2016. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une obligation d'arrêter à un moment donné les placements renouvelés. On va donc créer des placements à durée déterminée. C'est notre manière de fonctionner. Il n'y a donc pas légalement de projet de vie alternatif à l'idée du retour qui s'impose aux magistrats lorsqu'ils statuent sur la question du danger. En revanche, on voit qu'on va se rapprocher un petit peu parce que, d'une certaine façon, des obligations vont s'imposer auprès de l'aide sociale à l'enfance pour réfléchir, en l'absence de retour de l'enfant, à travailler la stabilité des parcours, à veiller éventuellement à évoluer vers une autre mesure plus en adéquation avec la situation de l'enfant, et le tout en l'accompagnant avec le fameux outil du projet pour l'enfant, le fameux PPE. Mais on est bien sur deux mécanismes distincts où notre mécanisme en France demeure quand même ce que
Fabrice Philippe Fabry appelle l'idéologie du retour, qui reste quand même notre modèle. Alors, quand on regarde très rapidement les résultats sur cette question du retour, on peut être un peu surpris en réalité, et on l'a été, parce qu'on devrait arriver à l'idée suivante, que comme en France, le retour reste notre objectif premier, il devrait être systématiquement travaillé tout au long du placement longue durée. À l'inverse, quand au Québec, la question du retour a été mise, entre guillemets, finalement de côté pour prioriser un nouveau projet de vie alternatif, le retour ne devrait pas être travaillé plus que ça. Et finalement, en étudiant la sémantique dans les documents, on s'est rendu compte, alors je mets toujours des guillemets sur les chiffres, hein, on est sur une recherche exploratoire, on s'est rendu compte qu'au Québec, malgré les placements longue durée à majorité, la question du retour continue d'être envisagée. Et finalement, nous, à l'inverse, sur des durées à durée déterminée, des placements à durée déterminée, on s'est rendu compte que le retour de l'enfant parfois était pas tant que ça envisagé. Donc ça reste sur un mécanisme d'idéologie, de suspens, sans pour autant le travailler, en tout cas le travailler au sens le penser et l'évoquer à travers les services. Quelques chiffres sans tout vous lire le PowerPoint. On a remarqué que le retour de l'enfant n'avait été envisagé qu'au moins une fois par les services ou le juge au cours du placement seulement dans 18 situations en France. Donc 9 sur 50, alors qu'il a été envisagé dans 37% des cas au Québec, alors qu'on avait affaire à un placement à majorité. Autre remarque aussi sur cette injonction qui est posée uniquement auprès de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire faire évoluer la situation juridique de l'enfant, cette fameuse adaptation des statuts, on a dans notre échantillon peu d'adaptation des statuts. Sur 43 situations, on a 43 situations sur 50 qui n'ont pas connu d'évolution de statut. Ce sont des enfants qui ont été placés depuis plus de 10 ans. Hein. C'est l'échantillon qui est comme ça. On est vraiment sur des placements longs. Quand on vient regarder les enfants qui, à la fin de l'étude, n'avaient plus du tout de relation avec aucun de leurs parents, on en avait 24 sur 50. Parmi ces 24, on en a 17 qui n'ont pas du tout connu d'évolution de statut. Donc, ça fait 71% d'enfants qui n'ont plus du tout de relation et qui, pour autant, n'ont pas connu d'évolution. Si on regarde sur ces 17 enfants qui n'ont plus de relation, pas d'évolution de statut, on en avait 11 qui étaient pourtant placés depuis leur plus jeune âge, c'est-à-dire moins d'un an. Donc ça fait vraiment une grosse différence par rapport à la situation québécoise. Puisque ces enfants de moins d'un an, eux, sont généralement orientés, quand il y a des risques au regard de l'évaluation, vers finalement la question de leur adoptabilité et des banques. La question du PPE, outil normalement de travail pour pouvoir s'approcher des besoins fondamentaux, de la stabilité des parcours, est un outil qui, une fois de plus, apparaît comme étant en échec, puisqu'on avait 74% des situations qui n'avaient pas du tout eu de PPE tout au long du parcours. Alors, sur la question de, cette fois-ci, sécurisation du placement long, enfin, la question du placement long et la question du lieu de vie, vraiment où l'enfant vit et est-ce qu'il est sécure à travers ces placements longs. Je vais laisser la parole à Carmen pour présenter le volet québécois. Alors, sur la question des placements longs qu'on appelle chez nous plutôt des placements à majorité, je vous ai dit tout à l'heure là, que le lieu de placement reste majoritairement un milieu familial pour ces enfants-là. Une différence très importante entre la loi québécoise et la loi française, c'est que au moment de l'ordonnance d'un placement à majorité de l'enfant, le juge de la Cour du Québec, Chambre de la famille, va dans son ordonnance désigner nommément la famille d'accueil chez qui l'enfant sera placé. Donc, le juge va désigner dans l'ordonnance, ordonner que l'enfant soit placé chez Madame et Monsieur X, par exemple. Donc, la sécurisation du milieu de vie de l'enfant est vraiment liée à l'endroit, vraiment à la famille où l'enfant va vivre. Et si le directeur de la protection de la jeunesse par la suite souhaite changer cet enfant-là de famille, il devra revenir
devant le tribunal, expliquer les motifs et les raisons pour lesquelles il souhaite ou il doit, parfois il n'a pas le choix, il doit changer l'enfant de famille et ça fera l'objet d'une nouvelle ordonnance judiciaire. Donc, c'est vraiment le changement de milieu de vie sera par la suite, là, doit être autorisé par le juge. Donc, ce n'est pas seulement de confier l'enfant en disant c'est un placement en majorité et l'enfant est confié à la direction de la protection de la jeunesse. Non, l'enfant est confié à des personnes précises, déterminées, nommément là, dans l'ordonnance de placement. Caroline. En ce qui nous concerne, vous avez compris du coup qu'au niveau de cette situation juridique, d'un côté, le Québec fait un choix de mode alternatif, de projet de vie alternatif d'un placement long, qui est le placement à majorité, alors que nous, en réalité, le placement long est un résultat d'une renonciation implicite au retour de l'enfant. C'est l'accumulation des placements à durée déterminée qui, dans la loi, prévoit maximum 2 ans, sauf une exception possible. On peut dépasser la durée maximale de 2 ans. Mais c'est bien l'accumulation de ces durées déterminées qui ont fait le résultat d'un placement long. Ça, c'est une des grosses différences entre nos deux systèmes. Et évidemment, comme vient de le dire Carmen, une autre grosse différence, c'est que lorsque nous, le magistrat, décide de confier l'enfant à l'institution, c'est bien l'institution et l'aide sociale à l'enfance qui est gardienne juridique de l'enfant. Et on ne vient pas nommer ad nominem la personne en charge matériellement de l'enfant. Ce qui veut dire que la détermination du lieu de vie va pouvoir être décidée par l'institution, par l'aide sociale à l'enfance, sans que le changement ne soit soumis à une autorisation judiciaire. La loi est venue apporter un petit plus en imposant une information au juge, mais ça n'est pas une autorisation. On peut donc venir modifier le lieu de vie sans revenir devant le juge. Alors, ce qui nous amène à présenter, nous, ce qu'on a pu observer dans les résultats, on a constaté effectivement que nos placements longue durée en France étaient bien le résultat d'une addition mathématique de durée déterminée de placement. On s'est rendu compte qu'un enfant avait donc en moyenne à peu près 12 décisions de placement, ce qui l'amène à revoir très régulièrement le magistrat et donc à se retrouver très régulièrement en situation d'être au tribunal. On constatait aussi que la durée était majoritairement courte sur les décisions qu'on a eu à étudier. On en avait quand même 536 décisions de placement. On a eu 71% des décisions qui étaient donc d'une durée de 1 an ou un peu moins. Et on a pu constater que malgré le fait que le Code civil prévoit un recours à une durée au-delà des 2 ans, un texte qui date de 2007, justement pour venir assurer une forme de continuité des liens, eh bien, ce fameux alinéa 4 de 375 n'est absolument pas utilisé pour permettre des durées de plus longue durée que 2 ans. On a pu aussi constater une forme d'instabilité des parcours plus grande en France qu'au Québec. Sans vous donner toutes les lignes pour gagner un peu de temps, parce qu'on est un peu en retard, on a pu constater que, par exemple, en France, au vu de nos situations, on n'a eu que 8% des situations qui n'avaient connu qu'un seul lieu de placement, contre 23 au Québec, 23%. Et si on se met au temps où le placement à majorité a été prononcé, on est à 57%. Si on prend la dernière ligne, c'est-à-dire avoir connu au moins 3 changements de lieu de vie, c'est-à-dire 3 et plus, 3, 4, 5, 6, on avait 50% des situations en France qui ont connu plus de 3 changements, là où au Québec, il n'y en avait plus que 17. Et si on se mettait au moment du placement à majorité, 0. Donc, effectivement, à la lueur de ces chiffres, on voit que l'instabilité est un peu plus grande chez nous qu'au Québec. Si on vient maintenant questionner le placement long et le maintien des contacts parentaux, les relations parentales, d'un point de vue strictement juridique, on n'a pas beaucoup de différences. Le Québec, comme la France, ont un principe du maintien du lien et des relations parentales, avec comme exception l'intérêt de l'enfant. La réserve, c'est l'intérêt de l'enfant. La petite nuance à faire, c'est qu'au Québec, on a une précision dans les textes pour dire et aiguiller le juge selon lequel il doit apprécier l'intérêt de l'enfant en fonction de ses besoins fondamentaux et notamment son besoin de sécurité. Petite remarque aussi, purement là, je dirais technique juridique, sur le fait que au Québec, systématiquement, le principe du contradictoire est respecté pour venir modifier les contacts parentaux, là où on a pu constater que nous, au cours du placement, il peut arriver que des modifications de fréquence
ou de nature, ou même des droits eux-mêmes, puissent se faire sans pour autant respecter le principe du contradictoire. Quant à l'état de la relation, on vous fait vraiment un tout petit focus sur des situations à la fin de la date de consultation des dossiers. Donc, on se positionne, peut-être ça évoluera après nous, après l'avoir observé, mais au moment de la consultation des dossiers, on a pu constater que les relations étaient quand même a priori un peu plus sécurisées au Québec qu'en France, puisque en France, nous avons 24 situations sur 50 où les enfants n'ont plus du tout aucune relation avec leurs parents, qui fait 48% des situations, contre 26 au Québec. Si on regarde la relation paternelle, qui est plus souvent rompue que la relation maternelle, on voit que à l'égard des pères en France, on a simplement 12 situations d'enfants qui ont conservé des relations avec leur père, c'est-à-dire 28%, alors qu'au Québec, ils sont 32% à avoir conservé des relations. Si on vient faire un focus sur la relation maternelle, là aussi, elle semble plus stabilisée au Québec, puisque en France, on a seulement 22 situations d'enfants qui ont conservé des relations avec leur mère, ce qui fait 40%, 49%, pardon, alors qu'on est à 66% au Québec. Si on regarde sur les enfants qui ont gardé des relations et qu'on veut aller effectivement se poser aussi la question de la nature de ces relations, on regarde et on voit qu'en France, les enfants qui ont des relations avec des mères de façon non supervisée, fréquente et régulière sont finalement très peu nombreux. Ils sont 6 sur 45, alors qu'ils sont 33% au Québec. Dernier petit point, la question de l'autorité parentale, cette fois-ci, placement long et autorité parentale. Carmen, je crois qu'il nous reste 5 minutes. Oui, alors je vais aller très rapidement. En fait, une différence fondamentale, je crois encore ici entre nos deux systèmes, c'est que la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a le pouvoir de retirer un ou certains attributs de l'autorité parentale et elle peut par la suite confier les attributs retirés soit à la direction de la protection de la jeunesse, soit à la famille d'accueil directement. Donc, le principe général, c'est que quand bien même il n'y a pas de retrait des attributs de l'autorité parentale, donc les parents, même si l'enfant est placé, en principe, continuent d'exercer l'autorité parentale, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, de difficulté en tout ce qui concerne les actes usuels. Donc, de la vie courante, là, c'est la famille d'accueil qui exerce ou qui prend les décisions concernant l'enfant pour les actes usuels. Lorsque ça devient problématique, par exemple, l'exemple le plus fréquent, c'est les soins médicaux. La mère, on n'arrive pas à la retrouver, l'enfant a besoin de recevoir des traitements médicaux, la mère est difficilement, elle ne répond pas, etc. Là, le tribunal pourra retirer à la mère l'autorité parentale qui consiste à consentir aux soins médicaux et pourra confier cet attribut-là soit au DPJ, soit à la famille d'accueil directement. Donc, c'est une possibilité qui, je crois, n'existe pas dans le droit français. C'est une compétence exclusive de la Cour du Québec. Et je vous signale en terminant un cas qui est de plus en plus fréquent chez nous, qu'il est peut-être aussi chez vous, c'est les parents en instance de divorce qui se disputent pendant des années devant la Cour supérieure chez nous sur la garde de leurs enfants. Ce qu'il faut savoir au Québec, c'est que si l'enfant fait l'objet d'un signalement en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, la Cour supérieure doit céder sa compétence à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui sera, à partir du moment où le signalement est retenu, la seule compétente pour déterminer le lieu de vie et l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant-là. Merci beaucoup, Carmen, parce qu'effectivement, c'est un point extrêmement divergent dans nos deux systèmes, hein, c'est-à-dire la compétence chez nous du magistrat JAF et du magistrat juge des enfants. Nous rencontrons effectivement, alors une petite difficulté, enfin, pas petite, hein, mais grande au quotidien sur la question des actes usuels, parce que quand on confie l'enfant au service gardien, juridiquement, c'est le service gardien qui est compétent, entre guillemets, pour accomplir les actes usuels et non pas la personne qui accueille. C'est pas à la personne qui accueille qu'on a désigné dans la décision. Donc, on a là ici une dichotomie hein, entre la personne qui a le pouvoir et celle qui accueille, ce qui peut justement poser des difficultés. On a aussi une compétence du juge des enfants qui est extrêmement limitée, puisqu'en réalité, en cas de blocage, de négligence ou de refus,
normalement, c'est de manière exceptionnelle pour un acte ou des actes déterminés. Le juge compétent et le juge phare sur l'exercice d'autorité parentale, c'est le JAF. Et c'est vers lui qu'il faut s'adresser lorsque normalement on a une difficulté sur du plus long terme et qu'on veut venir limiter ou finalement déléguer certains attributs de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers. Alors, ce qui nous amène à regarder en pratique ce qu'on a pu observer, bien, si on regarde vraiment les situations, on voit que les deux systèmes ont l'air de préserver les droits d'exercice d'autorité parentale de manière à peu près identique. Finalement, sur nos deux échantillons, on a eu à peu près 14% dans les deux cas où les parents, tous les deux, se sont vus totalement limités dans l'exercice de leur situation. Mais si on regarde un peu plus près en France, on a l'impression, en tout cas, que la préservation des droits parentaux est un peu plus menacée parce que, en réalité, le juge des enfants utilise son pouvoir d'autorisation de manière plus élargie que ce que la loi lui permet. Il l'autorise, le juge des enfants fait et procède à parfois des autorisations générales, voire même ce qu'il appellerait lui-même des délégations, et le tout parfois sans respect du contradictoire. Ce qui nous amène à considérer que les droits parentaux ne sont pas totalement préservés de la même façon entre la France et le Québec. En conclusion, puisqu'il nous reste 2 minutes, Carmen, je te laisse dire quelques mots sur ta conclusion et la mienne, et puis Ben, après. écoutez, de façon générale, je pense que sur le fondement des données là, qu'on a recueillies, c'est vrai que au Québec, on semble mieux sécuriser le lieu de vie de l'enfant, notamment à cause des mécanismes juridiques dont on a parlé. Le placement jusqu'à la majorité de l'enfant, et j'ai oublié de le préciser, qui est toujours révisable hein, en vertu de l'article 95 de la loi sur la preuve de faits nouveaux. Ce placement-là, à majorité, peut être mis en question et c'est ce qui explique qu'on a quand même un certain nombre d'enfants, très peu, mais on a quand même des enfants qui vont par la suite quand même retourner dans leur milieu familial, même s'ils avaient fait l'objet d'un placement à majorité. C'est un placement à majorité qui ne semble pas porter plus atteinte à l'autorité parentale que des placements provisoires renouvelés. C'est en gros là, les constats auxquels on en arrive, avec les réserves là, qu'a mentionné Caroline sur le fait que c'est quand même sur des petits nombres de cas là, que nos conclusions s'appuient. Et effectivement, en effet miroir, on pourrait avoir le constat de dire qu'en refusant d'envisager le non-retour de l'enfant de manière officielle, hein, l'approche française s'avère finalement un petit peu moins protectrice des lieux de vie, a priori un petit peu moins protectrice des liens familiaux. On a finalement l'inverse comme résultat. On arrive à moins maintenir le lien et de manière régulière. Et on est aussi un peu moins respectueux des droits d'autorité parentale. D'où ben, le fait de vous avoir mis, mais je vais m'arrêter là et les laisser en visuel. À la fin du rapport, on avait fait au total 17 propositions, on vous en propose 10 en particulier, avec voilà, des objectifs de travail et de modification de texte, avec évidemment volonté de centrer sur la permanence, la continuité des soins, la temporalité, l'idée de projet de vie, l'idée de réfléchir aux compétences du juge des enfants pour lui élargir sa compétence lorsqu'il est en prise en charge d'un enfant en danger et d'aller travailler le lieu de vie plus en priorité avec les familles d'accueil plutôt qu'en institution quand on sait que le placement est de longue durée. Nous vous remercions pour votre écoute et on est tout oui pour les échanges. Un grand merci à vous, Madame Cifrin-Blanc et Madame Lavallée, pour cette présentation très riche et surtout très éclairante. Alors aujourd'hui, comme professionnelle discutante pour ouvrir les échanges sur la recherche, nous remercions Alice Grunenwald d'avoir accepté d'intervenir pour nous donner son regard en tant que juge des enfants sur cette recherche. Donc Alice Grunenwald, vous êtes présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille et première vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au sein du tribunal pour enfants de Saint-Étienne. Vous avez lu cette recherche, pourriez-vous nous partager en une dizaine de minutes ce que vous en avez pensé et en quoi celle-ci fait écho à vos pratiques? Bien, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée et je remercie vraiment beaucoup toute l'équipe qui a fait cette recherche que je trouve
extrêmement intéressante et riche et qui, j'espère, va nous permettre de dégager des pistes pour peut-être sortir de certains dysfonctionnements qui me semblent quand même assez importants dans notre système de protection de l'enfance. Le sujet, il m'intéresse depuis longtemps. Et c'est vrai que, étant à la FMJF, j'ai pu rencontrer des magistrats québécois depuis de nombreuses années, hein, depuis 2010, et que j'ai quand même été très interpellée par nos différences de pratiques, et que je suis allée faire moi-même un stage au Québec de 15 jours en 2019 à Sherbrooke, avec une juge des enfants que vous connaissez, Madame Lavallée, Lise Gagnon. Et je dois dire que j'ai rencontré également des avocats, la protection de la jeunesse, j'ai visité des structures, et je crois que je ne suis plus la même juge des enfants depuis que je suis allée là-bas et que j'ai eu ces échanges très longs avec une collègue québécoise sur les avantages et les inconvénients de nos différents systèmes. Je suis allée au Québec après une présentation du système québécois lors d'une de nos assemblées générales. Et c'est vrai que quand on nous avait présenté ce système pour la première fois, peut-être certains d'entre vous dans le public, vous pensez la même chose. Quand on entend parler du système québécois, ça nous est apparu comme très radical à tous les juges des enfants. Le système québécois, quand il nous a été présenté, notamment les durées maximales de placement, si courtes par rapport à notre fonctionnement, le système des banques mixtes et cet objectif de mettre en place un projet de vie permanent pour l'enfant dans un délai très court. Ça a interrogé fortement mes pratiques et donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller voir comment ça se passait concrètement. Et finalement, quand j'ai lu votre enquête, elle vient, alors elle est exploratoire, mais je dirais que moi, aucune de vos conclusions ne m'a étonnée. Pour avoir été comparer un peu les deux systèmes et y réfléchir, vous avez objectivé beaucoup de choses que je pressentais dans mon travail au quotidien et dans ce que je voyais dans les décalages, et notamment tous ces décalages entre les objectifs affichés dans notre loi de protection de l'enfance et finalement ce qui se pratique. Ces décalages, c'est même plus des décalages, pour moi, ça peut être des fossés, voire des béances. Et donc, je voudrais insister sur plusieurs points qui m'ont vraiment particulièrement marqué dans votre enquête. Effectivement, ce que vous dites sur ce décalage entre notre idéologie du retour en famille et ce qui se passe en réalité. Et ce décalage, il est effectivement majeur. Moi, je suis très intéressée par ce que vous faites au Québec avec ces deux projets de vie, le projet de retour, deux projets alternatifs, le projet de retour en famille et le projet de vie alternatif. C'est-à-dire que cette mission de donner à la protection de la jeunesse, hein, chez vous, de construire deux projets. Chez nous, on n'en construit aucun. C'est-à-dire que lorsqu'on place l'enfant en protection de l'enfance, le placement a beau être provisoire, en réalité, on s'attache surtout au début à sécuriser l'enfant, même si on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, on essaye de sécuriser l'enfant dans un lieu de vie. Et finalement, travailler le retour comme travailler un projet de vie permanent n'est pas un objectif qu'on se fixe au début du placement. Et par ailleurs, donc il n'y a pas de travail réel avec les parents conséquent pour permettre ce retour dans un délai rapide. Et par ailleurs, j'ai été très intéressée parce qu'au Québec, vous parlez des relations, de maintenir des relations personnelles et intimes entre l'enfant et ses parents. Nous, on parle de maintien du lien. Et en réalité, notre maintien du lien en protection de l'enfance, c'est une surmédiatisation des liens. C'est-à-dire que la médiatisation pendant des années, ça ne n'est en aucun cas une relation personnelle et intime entre l'enfant et son parent. Il faut quand même pas se leurrer. Et on est souvent enfermé dans cette surmédiatisation des liens. Et pour moi, c'est une des raisons aussi. Vous avez évoqué deux hypothèses que vous pourrez peut-être explorer, hein, sur pourquoi on a plus de mal à maintenir les liens en France entre les parents et les enfants qu'au Québec. Vous avez posé deux hypothèses. Pour moi, la troisième, c'est aussi que quand on place les enfants très jeunes, on est en très grande difficulté pour permettre aux parents et à l'enfant de construire une relation personnelle et intime. Et qui fait que finalement, on a cette idéologie du maintien du lien à tout prix, mais on veut maintenir un lien à tout prix qui ne s'est jamais construit, qui est un lien vide, qui n'a fait de sens pour personne, et qu'il y a quand même un vrai décalage entre notre idéologie de retour du lien et en réalité les moyens qu'on se donne pour même construire ce lien avec les parents. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la priorisation de l'accueil de l'enfant au sein de son environnement. Là, ça m'a aussi vraiment intéressé tout ce que vous avez pu indiquer dans votre enquête, puisqu'il a quand même fallu qu'on fasse une loi en 2022 pour rappeler des principes qui étaient déjà dans les lois précédentes et pour les rendre plus impératifs. Et ça n'est toujours pas forcément complètement respecté, même s'il y a un frémissement quand même sur un certain nombre de territoires. Dans votre étude, moi j'ai lu des statistiques qui sont que quand même, on a presque entre 30 et 40% des enfants qui sont placés chez un tiers significatif, quand nous on est à 8%.
ce qui est vraiment un décalage énorme. Cela montre bien que les résistances que nous connaissons en France sont plutôt culturelles que fondées sur une inadaptation de ce type d'accueil, et qu'il est primordial aussi, si on veut avoir plus de placements au sein de la famille élargie ou des ressources de l'environnement, qu'on accompagne et qu'on sécurise beaucoup mieux les accompagnants de proximité en leur offrant, comme au Québec, des mêmes services qu'une famille d'accueil. Un troisième point qui effectivement m'a paru vient pointer les décalages entre ce que veut la loi et la pratique, c'est qu'on a depuis quelques années une volonté d'adapter les statuts, une volonté de faire un projet pour l'enfant, mais qu'effectivement, ce projet pour l'enfant, ça n'est en aucun cas un projet de vie permanent et en aucun cas un projet qui priorise les liens d'attachement. Et l'idée, ce n'est pas de sécuriser un enfant auprès d'une famille bien définie, mais auprès de l'aide sociale à l'enfance, quand on sait à quel point les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance se disent très insécurisés. Je ne vais pas développer, mais il me paraît enfin, je pourrais revenir là-dessus, mais il me paraît essentiel d'introduire cette notion de permanence dans notre système judiciaire et cette idée de construction de 2 projets alternatifs, comme vous l'avez au Québec. Et puis effectivement, vous pointez bien ce maintien de mesures censées être provisoires sur une durée indéterminée. Ça n'a effectivement pas grand sens. En lisant votre étude, je me suis dit que on était dans un théâtre judiciaire qui expliquait peut-être en partie cette croyance bien ancrée que le juge des enfants serait du côté du parent et l'aide sociale à l'enfance du côté de l'enfant. Comme si d'ailleurs les intérêts des deux étaient forcément opposés, donc ça déjà, j'en suis pas certaine. Et puis, c'est vrai que ces renouvellements programmés pour des enfants pour qui il n'y a pas de possibilité que les enfants rentrent chez leurs parents, placent les parents et les enfants dans une grande insécurité et placent finalement l'aide sociale à l'enfance en obligation de justifier tous les ans ou tous les 2 ans à quel point le parent est un incapable et place les parents en position de demander et les juges des enfants finalement d'accorder peut-être ou pas d'autres choses aux parents. Donc finalement, c'est peut-être ce système qui nous place dans ces positions respectives, même si c'est vrai qu'en France, on a quand même cette possibilité de mieux entendre. Enfin, moi, je trouve qu'on entend quand même plus les enfants qu'au Québec, même si les enfants sont toujours représentés par un avocat au Québec. Mais en tout cas, les enfants sont quand même un peu plus présents auprès du juge pour faire leurs propres demandes. En tout cas, voilà, ce maintien des mesures censées être provisoires pour une durée indéterminée, oui, je pense qu'à des moments, ça a des effets délétères. Et puis, vous l'avez beaucoup dit, mais ça m'a bien marqué aussi, ce non-respect massif de l'autorité parentale des parents, malgré des lois beaucoup plus contraignantes qu'au Québec. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est un point important. Je rajouterai une petite chose, ça commence chez nous déjà par le non-respect de la subsidiarité, puisque 82% des mesures sont judiciaires et que déjà, même à l'entrée, on ne permet pas forcément aux parents suffisamment de contractualiser lui-même, de faire les mesures avec l'aide sociale à l'enfance. Ce que la recherche a apporté à ma pratique, je vais l'élargir à ce que ma confrontation avec le système québécois a apporté à ma pratique et sur quelques points. Tout d'abord, c'est vrai que l'approche québécoise, elle est beaucoup plus fondée sur les besoins et l'intérêt de l'enfant et pas sur le danger. Nous, notre approche, elle est fondée sur le danger. Le danger fait focus sur la défaillance parentale et donc est plus stigmatisant pour les parents que l'approche sur les besoins de l'enfant. Et c'est vrai que avoir une approche fondée sur les besoins de l'enfant, ça a un peu imprégné ma pratique et ça permet aussi de discuter différemment des choses avec les parents et même de leur fixer des objectifs d'une autre manière qu'en fondant l'approche sur le danger. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la stabilité de l'enfant, j'y suis de plus en plus attentive et ma confrontation avec le système québécois a changé mon rapport au temps. Je me suis aperçue, là je suis en poste à Saint-Étienne depuis 3 ans, que la plupart des enfants que j'ai confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis 3 ans, je les ai déjà rendus. Et j'ai dit ça dans une autre intervention il y a peu de temps et ça a fait fortement réagir les travailleurs sociaux. Mais oui, effectivement, je m'aperçois qu'aujourd'hui, quand je confie un enfant, je tiens à ce que la situation de placement, s'il est possible d'en sortir, qu'on le fasse beaucoup plus rapidement que ce que je faisais auparavant. En revanche, les enfants pour lesquels effectivement le travail beaucoup plus important de remise en lien, de travail de la situation familiale au domicile pour permettre le retour, si ce travail
se conclut par une impossibilité d'avancer, je sécurise beaucoup plus vite les parcours des enfants dans le système que j'ai moi, sans avoir les mêmes moyens que ceux qui sont proposés au Québec. Mais du coup, je sécurise beaucoup plus par des placements tiers dignes de confiance. Et ça, c'est effectivement, moi, je pratique beaucoup le placement tiers digne de confiance avec une sécurisation qui peut se faire dans la durée, même en passant vers des délégations d'autorité parentale aux tiers dignes de confiance accueillants. Et effectivement, j'ai bien avant 2022 mis en place vraiment cette recherche impérative des personnes ressources avant de mettre en place un placement institutionnel. La lecture de votre enquête m'a amené à réfléchir aux durées de placement plus longues. J'ai déjà pratiqué, mais jusque-là, je pratiquais parfois l'allongement de la durée de placement au-delà de 2 ans pour des situations des jeunes de 15 ans, par exemple, qui étaient dans leur famille d'accueil depuis longtemps. Dernièrement, j'ai effectivement confié à majorité une petite fille de 12 ans. Mais il me semble que notre texte actuel n'est pas forcément adapté, parce que le texte actuel nous permet de le faire en cas de difficultés relationnelles éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état des connaissances, affectant durablement les compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale. Or, dans ce cas, dans la plupart des cas, il faudrait mieux qu'il y ait aussi quelque chose sur l'exercice de l'autorité parentale. Les parents qui ont des difficultés aussi sévères et aussi chroniques, quelque part, sont souvent vraiment en difficulté pour assumer l'exercice de leur autorité parentale. Et on n'a rien pour les enfants pour lesquels, finalement, il y a une stabilité qui s'est acquise depuis la petite enfance dans une famille d'accueil, avec des parents qui ont pu améliorer leur situation et se stabiliser, mais qui finalement ne sont pas... il n'y a pas suffisamment d'affiliation entre le parent et les enfants. Il faudrait stabiliser l'enfant dans sa famille d'accueil sur une longue durée, mais on n'est pas avec des parents qui ont des difficultés finalement aussi sévères et chroniques, mais simplement pour stabiliser les conditions d'accueil de l'enfant. Donc il manque quelque chose chez nous que vous avez su mettre en place au Québec. Enfin, 2 autres points, parce que je sais que j'ai déjà dû déborder. J'ai beaucoup changé mon regard sur l'audition de l'enfant. À la fois, je trouve ça intéressant qu'on puisse quand même pas mal auditionner les enfants, mais c'est vrai qu'avant d'aller au Québec, je m'étais jamais tellement posé la question de comment vivaient les enfants cette audition dans le bureau du juge, systématique, même petit et tout seul. Aujourd'hui, je prends plus en compte la manière dont les enfants peuvent vivre les choses. Ça peut m'arriver de les dispenser d'audience. Je prends en compte que quand le placement il est à plus long terme, c'est pas la peine de faire revenir l'enfant tous les 6 mois, tous les ans, parce que l'audience c'est quand même difficile pour l'enfant quand il n'y a pas vraiment de débat à avoir sur les modalités. Et c'est vrai qu'à Saint-Étienne, on est en train quand même de mettre en place beaucoup plus d'avocats pour les enfants, avec un texte qui aujourd'hui est un peu compliqué, hein, avec le discernement, les administrateurs ad hoc, les avocats. Il y a une difficulté. Moi, je pense qu'il serait plus simple qu'on ait des avocats pour les enfants qui soient discernants ou non discernants. Mais j'ai d'ailleurs été choquée de voir dans votre enquête la proportion importante d'enfants de plus de 6 ans qui ne sont ni entendus ni représentés en France, quand même, lorsqu'il s'agit d'évoquer la suite de leur placement. Et sur le respect des droits, je crois que là, c'est quand même un choc quand on va au Québec ou quand on lit votre enquête sur le respect des droits. En France, finalement, notre procédure aux enfants, à la fois la procédure et puis le fait qu'on ne respecte pas toujours nous-mêmes les droits qui sont déjà fixés aux parents, mais même la procédure n'est pas suffisamment respectueuse des droits des parents et des enfants, notamment cette absence de débat contradictoire sur des choses fondamentales devant le juge des enfants. Et on est en difficulté, à la fois on prend toutes les mesures, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subsidiarité, donc on garde les AEMO consensuels dans nos bureaux, mais en revanche, pour une suspension de droit de visite et d'hébergement, ben, on ne reçoit pas forcément toujours les personnes, ni pour une modification de l'autorité parentale. Et je trouve que ça nous amène quand même à réfléchir à la place du juge, son office, qu'est-ce qui est important réellement de faire, enfin, qu'est-ce qui est important dans l'office du juge, et c'est quand même aussi de pouvoir assurer ce respect des droits. Évidemment, ça pose aussi toutes les questions sur le JAF et le JE, mais je ne vais pas y revenir parce que c'est un petit peu compliqué, mais on voit bien qu'en France, entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, on a quand même des choses peut-être à faire évoluer. Sur ce qui serait nécessaire ou intéressant d'approfondir, 3 points très rapidement. J'aimerais avoir une étude plus approfondie sur les 0-2 ans au Québec, parce qu'effectivement, ils ne sont pas présents dans l'étude là aujourd'hui, puisqu'ils vont plutôt être orientés sur les banques mixtes. Et du coup, en comparatif, comme on a 50% quand même de l'étude qui est faite en France sur des enfants qui ont été placés entre 0 et 2 ans,
on n'a pas une comparaison complète de ce qui se passe. Et moi, j'ai plein de questions sur à la fois qu'est-ce qui se passe pour les 0-2 ans, quelle proportion va en banque mixte, quelle proportion d'enfants reviennent chez leurs parents, quelle proportion d'enfants sont adoptés, et comment se passent ces parcours d'adoption finalement. Est-ce qu'à un moment, est-ce que majoritairement ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des retours d'enfants placés en banque mixte à la protection de la jeunesse, à l'adolescence, des enfants qui seraient rendus par les familles banque mixte parce que ça ne va pas? Vous voyez, ces choses-là. Et puis, deux autres choses, effectivement, sur la stabilité réelle des parcours. On évoque souvent, pour justifier le fait qu'il faudrait peut-être moins rendre les enfants ou les placer plus vite, on évoque souvent le fait que quand on rend des enfants à leurs parents, eh bien, une partie d'entre eux peuvent être replacés plus tard. Mais je trouve que ça serait intéressant de comparer la stabilité des parcours des enfants placés à long terme avec la stabilité des parcours des enfants rendus à leurs parents. Parce que finalement, si on regarde les chiffres, vous dites au Québec, un tiers des enfants qui sont retournés dans leur famille ont connu un nouveau placement, mais on a aussi plus d'un tiers des enfants placés à majorité qui ont dû changer de lieu d'accueil. Donc finalement, que ce soit pour les enfants confiés ou les enfants rendus à leur famille, on a presque la même proportion d'enfants qui ne seront pas restés dans ce lieu, que ce soit leur famille ou la famille d'accueil pressentie pour les accueillir jusqu'à majorité, qui n'y seront pas restés. Et donc, ça me semblerait intéressant d'aller un tout petit peu plus loin pour savoir finalement, est-ce que voilà, est-ce que par rapport à des retours des enfants, on a plus de risques de difficultés pour les enfants lorsqu'on organise des retours ou finalement en restant dans le parcours de protection de l'enfance? Voilà, je sais que j'ai déjà été trop longue, donc je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là.